Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme 1933-1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisée toujours par l'Institut national d'histoire de l'art et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture en partenariat avec l'Institut national du patrimoine. Nous sommes heureux de vous retrouver après ces quelques mois d'interruption liée à l'été, qui nous paraît un peu lointain désormais. Merci d'être là. C'est une séance assez particulière, elles le sont toutes, mais celle-là est particulière car nous invitons les représentants d'une institution particulière, une institution de la République. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas une bibliothèque, ce n'est pas un centre de recherche, mais c'est une institution qui relève de la Première ministre, qui est une institution aussi partenaire avec laquelle nous travaillons régulièrement. Et d'ailleurs, Inès Rothermund-Renard, on en parlera, en est membre elle aussi. Cette institution, c'est la CIVS, de son vrai nom, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Pour son vrai nom complet, la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, intervenue du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation. C'est l'instance qui est chargée de proposer des mesures de réparation aux spoliations antisémites et qui le fait avec succès depuis plus de 20 ans. Inviter la CIVS ce soir, c'est une façon de rappeler, comme nous le faisons souvent ici, comme il m'arrive souvent de le répéter aussi, que les spoliations ne concernent pas que les biens culturels, loin de là, elles concernent même surtout autre chose que les biens culturels. La CIVS traite de toutes les spoliations et il nous a semblé important de rappeler ce qui est plus qu'un contexte pour notre sujet, ce qui est le cœur du sujet, la politique de persécution et de spoliation totale liée à la politique d'éradication et de destruction des Juifs d'Europe. Donc le président de la CIVS, M. Michel Janoutot, et son directeur, M. Jérôme Benezech, vont y revenir dans quelques instants. Évidemment, ici, nous sommes très intéressés par les biens culturels. Nos invités vont donc bien sûr évoquer aussi le rôle de la Commission en matière de réparation des spoliations de biens culturels. Cette séance est également importante car, on peut le dire comme ça, la Commission est notre partenaire et nous sommes aussi, pour ce qui concerne la mission de recherche et de restitution, son partenaire. Comme nous le redirons tout à l'heure, nous travaillons ensemble. La mission de recherche et de restitution assure les recherches de provenance, instruit le volet culturel des dossiers qui sont ensuite examinés par la Commission qui peut recommander des mesures d'indemnisation ou de restitution. Nous ne faisons pas pour ce qui nous concerne uniquement cela, mais c'est une grande partie de notre travail. Et il nous arrive aussi de saisir la Commission pour que la Commission recherche les ayants droit d'une personne spoliée en vue de la restitution d'une œuvre volée ou vendue sous la contrainte. Bref, c'est un mécanisme peut-être pas encore complètement clair pour tous, qu'il est important d'expliquer, et il est également important de présenter les différentes facettes de l'action de la Commission. Nous avons intitulé la séance « Après la recherche ». L'action de la CIVS, c'est peut-être un peu discutable, car la Commission assure également des recherches, pas dans le domaine de la provenance des œuvres d'art, des biens culturels, mais des recherches dans l'ensemble des archives, et dans l'ensemble des spoliations, du reste des spoliations, et des recherches d'ayants droit. Mais en disant cela, nous pensions aussi à ce qui se passe après la recherche, c'est-à-dire aussi la relation avec les familles, ce que l'on appelle les requérants, les descendants des spoliés. Nous pensions aux séances aussi de la commission, lorsque la famille, les requérants se présentent devant les membres de la commission, ou encore nous pensions aux modalités d'indemnisation dont on parlera certainement. Nos invités y reviendront. Je vous remercie encore beaucoup et je cède la parole à Inès Rothermund-Renard pour nous présenter nos deux invités avant qu'ils prennent eux-mêmes la parole. Oui, bonsoir. Merci David pour cette introduction. Donc, bonsoir Monsieur Benezech et Monsieur Janoutot. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter nos deux intervenants de ce soir. Madame Bitter, la rapporteure générale, annoncée dans le programme, s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir. Donc, Monsieur Michel Janoutot, permettez-moi de présenter que quelques étapes de votre très longue et très impressionnante carrière. M. Janoutot est diplômé en droit de l'Université de Besançon, de Clermont-Ferrand et de l'École nationale de la magistrature. Entre 1972 et 1983, il a exercé comme juge des enfants, juge d'instruction et vice-président au tribunal des grandes instances de Reims. Il a travaillé au Québec pour ensuite revenir à Reims comme conseiller à la Cour d'appel.
Pendant 3 ans, il a été vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny. Je saute des étapes, parce que sinon je vais parler pendant 10 minutes. Entre 1998 et 2001, il était premier président de la Cour d'appel de Bastia. Il a eu des fonctions comme premier président de la Cour d'appel de Chambéry et à la Cour d'appel de Dijon. Et depuis 2011, donc plus que 10 ans maintenant, M. Janoutou est le président de la CVS. Ensuite, M. Jérôme Bénézet, qui est le directeur de la CVS depuis 2014. Il est diplômé de l'École de hautes études commerciales et de l'Institut d'études politiques de Lille, ainsi que de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. En 2001, il a exercé à l'Institut régional d'administration de Bastia. Entre 2001 et 2005, il a été responsable du département des affaires financières à la direction de la documentation française. D'ailleurs, Bastia, j'avais l'espoir de vous annoncer que les deux se sont rencontrés à ce moment-là, parce qu'ils étaient en Corse en 2001, mais en fait, malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils se sont rencontrés plus tard. Chef des services administratifs et financiers du commissariat général du plan entre 2005 et 2008, il devient le chef du bureau des affaires générales et de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre. Depuis 8 ans, presque au jour près, il dirige donc la CVS et j'ai maintenant le grand plaisir de lui passer la parole. Merci à vous, M. Bénézet et M. Janoutou, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bien sûr, je veux avant tout remercier pour votre accueil l'INHA, l'Institut national du patrimoine, ainsi donc que nos partenaires de la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés. Merci pour votre invitation qui nous donne, à nous deux, l'occasion de présenter le travail de la CIVES dans ce bien bel endroit. Personnellement, ce n'est que la deuxième fois que je viens dans cet auditorium. Les précédentes séances, je les avais visionnées sur YouTube, parfois en direct, parfois en différé. Et cela m'avait permis de mesurer, comme vous, je pense, l'activité qui a été déployée par les chercheurs, les conservateurs, les archivistes, les historiens de l'art, mais aussi par les familles des victimes et par les artistes, qui tous contribuent à entretenir et à parfaire la mémoire des spoliations. Oui, c'est vrai, la recherche nous aide à mieux comprendre ce que fut la spoliation pendant la période du nazisme. Mais la recherche remplit aussi une autre fonction, celle capitale d'aider les pouvoirs publics à exercer leur mission de réparation. En France, vous le disiez, David Zivie, cette mission de réparation est assurée depuis plus de 20 ans par la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Avec le président de la CIVES, Michel Janoutou, nous avons intitulé cette séance, après la recherche, l'action de la CIVES. Car notre travail s'appuie largement sur celui des chercheurs, sur celui des chercheurs qui soient dans le public ou privé, sur celui des conservateurs, sur celui des archivistes. Sans eux, on pourrait beaucoup moins bien travailler. Et bien sûr, s'appuie également sur le travail des historiens. C'est réellement, vous l'avez compris, une œuvre collective. Nous allons voir aujourd'hui comment s'exerce la mission de l'État. Je pense qu'il faut, certes, il y a la CIVS, qui est là depuis plus de 20 ans, mais il faut bien appréhender le sujet dans sa dimension globale, avec, on va le voir, le ministère de la Culture, avec d'autres acteurs également. Donc ce soir, nous allons voir comment s'exerce la mission de l'État, en particulier comment la CIVS reconnaît une spoliation et comment elle s'efforce d'apporter aux familles des victimes les mesures de réparation appropriées. Donc le président Janoutou et moi-même, nous allons nous partager cette présentation. Comme le disait Mme Rothermund-Reinhardt, la rapporteure générale de la CIVS, Mme Claude Bitter, qui devait être là également ce soir, malheureusement n'a pas pu nous rejoindre. Alors, l'État, pourquoi ? Il faut, je crois, commencer par dire qu'avec la CIVS, ce n'est pas la première fois que l'État se préoccupe de l'art spolié. Vous le savez, dans le désordre de l'immédiate après-guerre, l'État a chargé
une commission de récupération artistique, d'organiser la restitution des dessins, des tableaux, des manuscrits, des livres qui avaient été pris à des collectionneurs privés et qui ensuite ont été retrouvés en Allemagne ou en Autriche. Mais quand l'État intervient à nouveau 50 ans plus tard, ce n'est plus du tout pour les mêmes raisons. Car entre-temps, en 1995, le président Chirac a reconnu la responsabilité de notre pays pour les 76 000 juifs déportés de France. Et dès lors qu'était reconnue la spécificité du sort des juifs durant cette période, et qu'il était admis que la réparation d'après-guerre n'avait pas toujours permis de leur rendre justice, alors un dispositif spécifique pouvait être envisagé. Alors a été créée la CIVS, qui est, vous le disiez David Zivie, chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation pour les spoliations antisémites commises pendant la période de l'occupation. Alors, il faut cependant noter que quand le gouvernement de Lionel Jospin crée la CIVS en 1999, la question des biens culturels n'est clairement pas la priorité. Le rapport de la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, qu'on connaît également sous le nom de mission Matteoli, donc cette mission qui préfigure la CIVS, insiste davantage sur l'arianisation des entreprises, sur l'appréhension des comptes bancaires, sur les pillages d'appartements, mais très peu sur les biens culturels. D'ailleurs, il y a annexé au rapport général de la mission Matteoli un rapport spécial sur les biens culturels qui s'appelle le pillage de l'art pendant cette période et les 2000 MNR, comme si finalement la question des MNR restait le seul point à régler dans cette affaire. Donc ce n'est clairement pas au centre des préoccupations lorsque la CIVS est créée. Et d'ailleurs, le temps donnera raison à la mission Matteoli, puisque 20 ans et 30 000 dossiers plus tard, les pillages de logements et les spoliations professionnelles ou bancaires constituent les 3/4 des indemnisations recommandées par notre commission. Quant aux spoliations de biens culturels, elles représentent moins de 10%. L'État, pourquoi ? Il faut voir que, outre la responsabilité de la France, l'intervention de l'État, elle se justifie aussi par sa capacité à mobiliser les moyens nécessaires pour mener cette action de réparation. Jugeons plutôt, à ce jour, donc depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, la CIVS a recommandé presque 600 millions d'euros d'indemnités. En outre, de très nombreuses personnes ont été mobilisées pour mener cette mission. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un vrai travail d'équipe. Aux effectifs de la CIVS, il faut ajouter les personnes que nous sollicitons tous les jours dans les autres administrations, dans les fonds d'archives, ou au ministère de la Culture, aux archives nationales, aux archives départementales, aux archives diplomatiques, aux archives de Paris, à la préfecture de police, la Caisse des dépôts et consignations, et d'autres services encore. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail de groupe, et l'État a vraiment cette capacité à mobiliser autant d'acteurs au service d'une mission. Et enfin, à la question « l'État, pourquoi ?», je crois qu'il faut répondre en soulignant les vertus de l'action publique. Le service que rend la CIVS se signale d'abord par sa continuité, 23 ans d'action ininterrompue même pendant la période du confinement, se signale également par sa gratuité. Les requérants qui s'adressent à la CIVS ne doivent rien payer. Nous faisons nous-mêmes les recherches, avec la mission de recherche et de restitution, bien sûr. Et l'assistance d'un avocat n'est absolument pas nécessaire pour s'adresser à la CIVS. Notre mission se signale également par son accessibilité. La CIVS peut être saisie très simplement, par mail, par téléphone, sur notre site civs.gouv.fr ou par simple courrier. Donc c'est une vraie politique publique qui a été mise en place, une politique publique de la réparation et de la mémoire. Je vous propose maintenant d'examiner la réponse à une autre question, c'est l'État. L'État comment ?
Comme je le disais tout à l'heure, la CIVS n'a pas été spécialement créée pour restituer des œuvres d'art, et il faut bien l'admettre que jusqu'en 2018, son bilan en la matière était assez maigre. Mais un premier tournant a eu lieu en 2013, et je crois qu'il faut ici souligner le volontarisme de la ministre de la Culture de l'époque, Madame Aurélie Filippetti, puisque en mars 2013, Madame Filippetti préside la cérémonie de restitution de 7 tableaux spoliés, qui ont été spoliés aux ayants droit de Richard Neumann et de Joseph Wiener. Cette restitution qui fait suite à une recommandation de la CIVS en décembre 2012. Et donc parmi les œuvres restituées, il y a cette toile qui s'appelle Abraham et les 3 anges de Sebastiano Ricci, une toile peinte au XVIIIe siècle, qui appartenait donc à Richard Neumann. Après l'Anschluss, Richard Neumann décide de quitter l'Autriche très vite et de venir en France. Et ce tableau faisait partie des œuvres qu'il parvient à importer à Paris et qui par la suite seront spoliées. Alors, à l'occasion de la restitution de ce tableau et des autres, la ministre de la Culture, donc en mars 2013, annonce la mise en place d'un groupe de travail dédié à la recherche proactive, et c'est ça la nouveauté, la recherche proactive des propriétaires de MNR, des MNR spoliés, je précise. Cette initiative, d'ailleurs, je crois qu'il faut rappeler, fait aussi suite à la proposition d'un membre de la CIVS, M. Jean-Pierre Badi. Bon, ce groupe de travail qui a été mis en place à l'initiative donc de la ministre de la Culture annonce la coopération à venir entre la CIVS et le ministère de la Culture. Bon, malgré tout, au fil des ans, s'impose le besoin de disposer d'une structure dédiée spécifiquement à la recherche de provenance. Et en ce sens, le rapport de David Zivie, remis en 2018 à la ministre de la Culture, voilà, fait des propositions en ce sens et va se révéler décisif. Puisque dès lors, va se mettre en place une nouvelle organisation publique. Très rapidement, voilà, il y a un décret le 1er octobre 2018 qui renforce les attributions de la CIVS en matière de biens culturels spoliés. Et puis le 16 avril 2019 est créée au sein du ministère de la Culture la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Ces deux structures vont travailler ensemble très étroitement. D'ailleurs, on me demande souvent ce qui distingue ces deux services. Alors, je réponds souvent très simplement qu'il suffit de considérer leurs appellations respectives. D'un côté, vous avez la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Donc ici, c'est la victime qui est au centre de nos travaux. Et de l'autre côté, vous avez la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés. Donc là, ce sont les biens qui font l'objet des recherches. Alors, c'est une présentation, je l'admets, qui est un peu schématique, mais qui montre bien la complémentarité de nos deux services. Voilà, je voulais d'abord dresser ce paysage global avant de laisser la parole au président Janouto, qui va vous préciser plus précisément donc, comment ces deux structures travaillent ensemble. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Alors, je vais essayer de vous faire pénétrer dans le quotidien de la CIVS. Que fait donc la CIVS quand, je dirais, les recherches, quand le dispositif qui vient de vous être présenté, eh bien, a produit, si je puis dire, c'est les recherches de provenance. Eh bien, la première mission de la CIVS, comme on vous l'a dit, c'est d'abord reconnaître l'existence de la spoliation. Et puis après, sa mission sera, dans un premier temps, de reconnaître les victimes. Au préalable, donc, il convient de déterminer, de donner une définition d'une spoliation. C'est quoi ?
si vous me permettez, une spoliation pour la CIVS. C'est l'appropriation illégale d'un bien par vol, pillage ou vente forcée, et j'ajoute, fait commis sur le territoire national. Pourquoi ? Parce que la CIVS, pour ce qui concerne l'indemnisation des spoliations, a une compétence qui est réduite, ou qui se limite plutôt, au territoire national ou territoire assimilé. Deuxième élément spécifique de la spoliation qu'indemnise la CIVS, c'est l'élément temporel. Cette spoliation doit avoir été commise, perpétrée, constatée pendant la période de l'occupation. Et enfin, troisième élément, c'est la judéité, la confession juive des victimes. Une fois la spoliation, c'est-à-dire un fait matériel établi, qui résulte des différentes recherches dont on a fait état, la CIVS est donc saisie. Comment peut-elle être saisie, en fait ? Eh bien, elle peut d'abord l'être par une personne qui s'estime victime de spoliation antisémite. C'est ce que nous appelons dans notre jargon technique, administratif, le requérant. À ce moment-là, le requérant remplit un questionnaire et relate les éléments qui permettent, selon lui, d'établir la spoliation. Et puis surtout, depuis le décret du 1er octobre 2018, c'est le dispositif qui vous a été présenté dans ces éléments déterminants. La mission de recherche et de restitution des biens culturels peut saisir la CIVS. Dans le cadre des recherches qu'elle fait, elle peut identifier une spoliation ou avoir trouvé des éléments concernant un MNR, et à ce moment-là, elle saisit la CIVS. Cette faculté de saisine n'existe que pour les biens culturels. Et puis, ce même décret ajoute pour la CIVS une compétence qu'elle n'avait pas jusqu'alors, c'est-à-dire la possibilité de se saisir elle-même. J'illustre d'un exemple. Jusqu'en 2018, la CIVS pouvait, dans différentes recherches concernant un dossier, identifier une autre spoliation. Eh bien, jusqu'en 2018, elle ne pouvait rien faire. Elle ne pouvait pas prendre en charge, s'occuper de cette spoliation, je dirais, collatérale identifiée. Depuis 2018, ce n'est plus le cas, puisque la CIVS peut, dans l'exemple que je viens d'évoquer, se saisir elle-même et ouvrir un dossier. Alors ce dossier, il est ouvert, soit sur saisine de la M2RS, soit par la demande d'un requérant, soit encore d'office par la CIVS. Que se passe-t-il ? Toutes ces recherches, elles arrivent à la CIVS. Et un dossier est ouvert. Alors ce dossier, ces recherches vont alimenter l'instruction du dossier. Et là, dans un tel public que ce soir, je veux souligner, bien évidemment, le rôle irremplaçable, déterminant des chercheurs. Comme on vient de le souligner, les travaux des chercheurs sont essentiellement centrés sur l'œuvre, les biens culturels, afin de reconstituer leur histoire, leur trajectoire, leur parcours, ce qui permettra après d'inscrire cette histoire ou de corréler cette histoire avec celle des ayants droit des victimes. Alors, outre les banques de données classiques, on a évoqué Lostart, Rosvalent, les fonds exploités sont divers, tant en France qu'en Allemagne. Alors, ces recherches sont, depuis 2018, principalement ou quasi uniquement
conduite par la M2RS en France. Sans que cette liste soit exhaustive, on l'a évoqué, je ne vais pas la reprendre. J'y ajoute simplement les archives des banques, sans oublier les catalogues des ventes. Et puis, également, en Allemagne, c'est l'antenne de Berlin qui met en œuvre des recherches dans les fonds allemands. Car nous allons également, nous exploitons les fonds allemands, les fonds archivistiques allemands, tels que les archives fédérales, par exemple, ou encore, ce qui est peut-être nouveau pour vous, les archives de la loi Brugge. Ces archives sont les archives du ministère allemand des Finances. J'ai fait une incidente. Dès les années 50, la loi allemande a indemnisé les spoliations antisémites, la loi Brugge. Et donc, il y a des archives. Nous exploitons ces archives car nous y trouvons des informations sur l'étendue des spoliations, les œuvres concernées, leur valeur et, le cas échéant, l'indemnisation par les autorités allemandes auxquelles les spoliations ont déjà donné lieu à partir de 1956, en gros. Alors, on peut se poser la question, pourquoi? Mais très simplement, il ne faut pas perdre de vue ce qui a été souligné. La CIV, c'est une commission d'indemnisation. Donc, nous recherchons également dans les archives les indemnisations qui ont pu déjà être allouées aux victimes pour éviter, bien évidemment, une double indemnisation. Ces recherches également dans les archives Brugge permettent éventuellement à la Commission, on y reviendra, mais d'accorder un complément quand le Collège estime que les indemnisations allemandes n'ont pas indemnisé suffisamment les victimes. Donc voici, je dirais, brossé de manière non exhaustive les recherches. Et là, je crois qu'une constatation s'impose que vous faites peut-être vous-même au quotidien, c'est que ces recherches en France sont possibles dans les fonds archivistiques publics, d'une manière quasi exclusive, ce qui en limite malheureusement la portée. L'accès des chercheurs aux fonds privés, je pense aux galéristes, aux marchands d'art, ça peut être également les commissaires-priseurs, est très difficile, voire impossible aujourd'hui. Et pourtant, ces recherches s'avèrent terriblement nécessaires. Et j'observe avec vous qu'à cet égard, le répertoire des acteurs du marché de l'art pendant l'occupation peut constituer un outil ou l'outil particulièrement utile qui doit permettre, ou qui peut permettre au moins, aux chercheurs d'orienter le champ de leurs investigations vers les fonds privés. Alors une fois donc la collecte des informations par la M2RS, par la CIVS, les données, tout cet ensemble est donc transmis à un rapporteur, à la CIVS, un rapporteur qui va les exploiter en vue de faire des propositions au collège délibérant, propositions visant à restituer s'il y a lieu ou à indemniser. Pour faire ce travail, vous comprenez qu'il y a une exploitation très importante des archives et des questions qui peuvent se poser à ce stade. Identification des ayants droit, choix parmi ces ayants droit de celui ou de ceux qui ont priorité pour une indemnisation. Donc, pour faire ce travail de fond, la CIVS est dotée d'une équipe de magistrats rapporteurs
Depuis l'origine, ils étaient très nombreux, maintenant ils le sont beaucoup moins, mais magistrats qui sont issus soit des juridictions administratives, un tribunal administratif, cour administrative d'appel, soit des juridictions judiciaires, sur les tribunaux dont vous entendez parler, tribunaux judiciaires, cours d'appel et autres. Et cette équipe de rapporteurs, donc, est coordonnée, les travaux de cette équipe sont coordonnés par un rapporteur général qui supervise également les rapports. Je note que, comme vous, que ces travaux que j'évoque portent plutôt sur les informations sur les personnes, sur les ayants droit. Et je reprends là ce qui a été évoqué par M. Benezech, c'est-à-dire que l'AMDRS, l'activité de l'AMDRS est plutôt centrée, mais pas uniquement, mais sur l'œuvre, sur la trajectoire de l'œuvre, la provenance. Alors pour la CIVES, c'est quoi un ayant droit ? Je vous ai dit. Un ayant droit peut être défini comme une personne qui a vocation à succéder à une victime directe en raison de son lien de parenté. Alors il peut s'agir d'enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants avec le temps qui passe, ou neveux, nièces, petites-nièces, voire même arrière-petite-nièce. Et il peut s'agir aussi d'une personne qui est bénéficiaire d'un testament. Vous voyez, c'est une personne donc qui tient ses droits de la victime par le testament que celle-ci a souscrit en sa faveur. Plus de 80 ans après la fin de la guerre, vous vous doutez que l'éloignement de ces ayants droit s'accroît de plus en plus. D'où la difficulté, de les rechercher, de les identifier, et donc le premier travail du rapporteur, c'est de reconstituer l'arbre généalogique des spoliés, de ses descendants, de ses héritiers, pour parvenir jusqu'aux ayants droit qui ont vocation juridique à être indemnisés ou se voir restituer des biens spoliés. Alors, comment tâche extrêmement difficile, notamment pour de nombreuses familles juives dont les victimes venaient de l'Est, de Pologne, après un passage en Allemagne, puis une arrivée en France où ils croyaient trouver la liberté et où malheureusement ils n'ont pas trouvé la liberté, mais souvent ils ont perdu leurs biens et la vie. Donc il y a toute cette reconstitution d'une tranche de vie à effectuer. Les rapporteurs, donc, doivent se pencher sur les registres d'état civil, actes de naissance, de mariage, dans les informations des études notariales, dans le fichier central des dernières volontés. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est un ovni. Eh bien, il faut savoir qu'en France, dès qu'une personne manifeste dans un testament, je dirais, ses dernières volontés, qu'il s'agisse d'un testament holographe, c'est-à-dire écrit entre particuliers, ou d'un testament authentique devant notaire, dès que ce testament, s'il est holographe ou authentique, dès que ce testament passe par une étude notariée, il est systématiquement enregistré sur un fichier central. Donc pour nous, pour les recherches, pour les magistrats rapporteurs, c'est donc une source
privilégiée, ou en tout cas importante, d'informations. Alors ces recherches font aussi, vous vous en doutez, appel aux ressources qu'offre la généalogie. Alors la généalogie, vous avez Généanet, vous avez d'autres banques sur Internet, et puis nous avons, nous, notamment, dans la perspective d'avoir des informations plus sûres, plus fortes, plus nombreuses sur la trajectoire des familles venant de l'Est, nous avons, depuis 2016, passé une convention avec le Cercle de généalogie juive qui fait les recherches avec nous. Ce sont des recherches, d'ailleurs, qu'il fait de manière bénévole et qui nous sont très utiles. Je me répète, mais normalement, notamment pour identifier la trajectoire des familles venant de l'Est, de Pologne notamment. Et puis enfin d'autres recherches sur Internet, au mémorial de la Shoah, au fichier de Yad Vashem à Jérusalem. Et encore, peut-être l'ignore-t-on, on peut faire des recherches d'état civil au service central de l'état civil des Français établis à l'étranger. Il y a un fichier. Ce fichier est géré par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et il nous est très utile, notamment dans l'étude, le traitement des dossiers concernant des spoliations commises en Tunisie. Ça nous renvoie à ce qui a été évoqué, ce que j'évoquais en début de mon propos, la condition de territorialité, spoliation commise en France ou dans un territoire équivalent. C'était le cas de la Tunisie, qui à l'époque était un protectorat, mais qui a été occupé par les Allemands de novembre 1942 à, je crois, avril 1943, et où des spoliations antisémites ont été perpétrées. Donc on trouve dans ce fichier géré par le ministère des Affaires étrangères les éléments, les archives qui nous permettent d'identifier les ayants droit. Recherche de provenance, recherche d'ayants droit, proposition de restitution ou d'indemnisation. C'est le travail du rapporteur. Ce travail, donc, se concrétise très matériellement par un rapport. Ce rapport est porté à la connaissance des ayants droit pour qu'ils puissent faire valoir leurs observations. Et puis après, ce rapport, avec les éventuelles observations, est transmis au collège délibérant. Il va sans dire, mais ça vous l'avez, je dirais, rectifié de vous-même, l'omission que j'ai faite, c'est-à-dire je n'ai pas parlé de l'indispensable dialogue que doit nouer le rapporteur avec les ayants droit. Tout cela, ce n'est pas qu'une procédure administrative. Il y a une phase de dialogue. Donc ce rapport transmis au collège délibérant va être examiné au cours d'une séance par ce collège délibérant, en présence des requérants, et à l'issue de la séance, le collège, à la majorité, va prendre une décision que nous appelons recommandation, restitution, indemnisation. Et il s'agit, au sens juridique, il ne s'agit pas d'une décision ayant force exécutoire, il s'agit simplement d'un avis. Nous sommes une commission administrative placée auprès du Premier ministre ou de la Première ministre actuellement. Donc notre rôle, il est simplement de donner un avis à la Première ministre, et celle-ci, c'est la Première ministre qui est l'autorité chargée de donner force exécutoire à la recommandation. Si nous proposons
la restitution d'un tableau, eh bien, la Première ministre suit ou ne suit pas la recommandation que le collège lui a faite. Je dois vous dire que dans l'écrasante majorité des cas, on a cité dans les 30 000 dossiers, dont seulement peut-être 10% concernent des biens culturels, mais disons, dans les 30 000 dossiers examinés, ayant donné lieu plutôt à des recommandations de la CIVS, eh bien, la Première ministre a, dans une écrasante majorité, toujours suivi la recommandation de la CIVS. Toutefois, il a pu lui arriver à la Première ministre, très exceptionnellement, de ne pas suivre la position du collège et de refuser. Depuis quelques minutes, je vous parle de ce collège. Ce collège, quel est-il ? C'est l'organe délibérant de la CIVS. Alors, sa composition, 2 magistrats de l'ordre judiciaire, issus de la Cour de cassation, 2 membres du Conseil d'État, dont le vice-président. Parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, le décret prévoit le président, 2 membres du Conseil d'État, 2 membres de la Cour des comptes, 2 universitaires, 2 personnes qualifiées et un commissaire du gouvernement. Et puis, depuis le décret du 1er octobre 2018, et puis la volonté qui a été évoquée d'accentuer l'effort en direction des biens culturels spoliés, des MNR et plus largement des biens culturels spoliés, eh bien, ce décret de 2018 a enrichi, les pouvoirs publics ont souhaité enrichir ce collège de 10 membres, de 4 nouveaux membres spécialistes en matière culturelle, un commissaire-priseur, on voit bien la profession, une historienne de l'art, un juriste en droit du patrimoine et une historienne de la période 39-45. Alors ce collège est un lieu unique où dialogue et échange historiens, juristes, chercheurs et professionnels entre eux, mais aussi avec les victimes lors des séances. C'est donc, je crois, pour le vivre maintenant depuis des années, les séances, c'est beaucoup plus qu'un collège d'experts que vous pouvez connaître. C'est un ensemble de compétences, de trajectoires personnelles qui est conduit, cet ensemble, au cours de la séance, à dépasser le cadre technique et pour s'inscrire dans l'examen d'un dossier, du dossier dont il est saisi, pour s'inscrire dans la trajectoire familiale, dans l'histoire familiale. Cette histoire est toujours douloureuse. Donc le collège prend sa recommandation et c'est la première phrase de la recommandation qui est, je crois, l'attente principale des victimes. Eh bien, le collège reconnaît aux ayants droit la qualité de victime de spoliation antisémite. C'est le sceau, si je puis dire, de l'autorité publique qui est porté sur la qualité de victime. Et c'est très important pour les victimes. En somme, la CIVS est à sa suite. Le Premier ministre ou la Première ministre, quand elle prend sa décision, eh bien, marque du sceau de l'État, reconnaît la responsabilité de l'État dans la spoliation antisémite dont a été victime les personnes qui se sont présentées devant le collège.
vous voyez, il y a là une filiation, hein, une référence directe au discours du président Chirac qu'évoquait le directeur tout à l'heure. Et ensuite, donc, la proposition de restitution est faite au Premier ministre dans la recommandation. La recommandation, donc, recommande au Premier ministre de restituer telle œuvre à telle personne, ou, s'il ne s'agit pas d'une recommandation, propose l'indemnisation, un montant, et répartit le montant de l'indemnisation entre les différents ayants droit. Voilà. Donc, je voulais peut-être illustrer ce que je viens de vous dire d'un exemple. C'est le MNR 645. Voilà, c'est bateau sur une mer agitée, près d'une côte rocheuse. C'est un anonyme. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois que ce n'est pas un tableau de valeur inestimable. Mais il peut avoir une autre valeur. Alors cet exemple va peut-être vous rendre plus visible, plus concret, le déroulement de ce que je viens d'évoquer. Dans ce dossier, nous avons été saisis, je le disais, par la M2RS de la situation de ce MNR 645. Alors, les faits sont ils sont toujours dramatiques, mais dans leur simplicité, là, ils sont peut-être encore plus dramatiques. Pourquoi ? Nous avons un couple de personnes de nationalité hollandaise qui se réfugient à Nice et ils vont être dénoncés. Monsieur Kirchheimer donc, va décéder, son épouse va être déportée et exterminée à Auschwitz. Ils n'ont pas d'enfants. Ils ont fait un testament au bénéfice d'une nièce, Ruth, qui est mineure à l'époque. Cette fillette est, après l'arrestation de M. Barschbauer, est donc recueillie dans une institution religieuse où elle va rester et elle va donc non seulement rester dans l'institution religieuse, se convertir au catholicisme et rester dans la religion catholique jusqu'à sa mort. Pourquoi est-ce que je vous donne ces détails ? Parce que le testament prévoyait, qui la faisait légataire, prévoyait que pour bénéficier du testament, elle devait avoir conservé la religion juive au moment de la délivrance du testament. Premier point. Et deuxième point, ce testament était un testament commun fait par les deux époux Barschbauer. Donc, se posaient deux difficultés d'ordre juridique que la CIVS a eu à résoudre, alors que la provenance, la spoliation de l'œuvre était manifeste s'agissant d'un MNR. Donc vous voyez, le travail de la CIVS, là, il a consisté, à se poser la question suivante. Le testament conjoint est-il ou non valable en France ? Or, il se trouve que le testament conjoint, c'est-à-dire un testament fait par deux époux en même temps, deux époux qui testent, comme on dit, dans le même acte, c'est un testament qui est interdit en France, encore à ce jour. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le libre arbitre de chacun des époux peut être, je dirais, limité par
cette signature commune que l'un, en quelque sorte, influence l'autre. Premier point. Donc, ce testament, pour nous, à la CIVES, qui sommes chargés d'appliquer le droit français, et en plus là, il était applicable puisque la succession s'était ouverte à Nice, donc ce testament n'était pas valable. Premier point. Et deuxième point, la condition de judéité imposée à une personne de pratiquer telle religion pour bénéficier d'un avantage testimonial ou d'ailleurs n'importe quel autre avantage est contraire à une liberté fondamentale, à une de nos libertés fondamentales, qui est la liberté de penser. Donc vous voyez, ces éléments amenaient à reconsidérer, je dirais, totalement le dossier, puisqu'on ne pouvait plus ni compter sur le testament, ni compter sur la bénéficiaire des biens. Donc là, nous avons donc, la CIVES a donc mis en œuvre des recherches pour identifier les ayants droit. Et, je dirais, malheur pour elle, nous avons, les recherches ont abouti à l'identification de très très nombreux ayants droit, peut-être de l'ordre d'une trentaine, éparpillés dans le monde entier. Et donc il nous a été impossible de tous les saisir de la question de la destination de l'œuvre, à qui restituer l'œuvre. Il a fallu trouver donc une solution qui s'est imposée, c'est celle de s'appuyer sur l'accord de certains des ayants droit identifiés avec qui nous avons pu prendre contact pour qu'ils acceptent que l'œuvre soit momentanément déposée dans un musée et puis dans l'attente que l'un ou l'autre, ou les autres, que les ayants droit se mettent d'accord sur la restitution. Donc c'est une situation, si vous voyez, très, très particulière. Vous voyez, là, on n'a pas pu restituer le tableau aux ayants droit. Alors cette solution, qui est un peu, il faut le dire, une solution juste et équitable, peut-être conformément dans le cadre de l'esprit des accords de Washington de 1998, mais disons qu'elle est peut-être aussi, elle résulte d'une interprétation très prétorienne de la règle de droit. Voilà donc pour ce tableau. Mais la réparation de la spoliation porte aussi sur la question de l'estimation, de l'indemnisation. Vous voyez ce tableau de Moroni. Et donc, comment la commission estime, le collège, comment parvient-il à estimer un tableau comme base de l'indemnisation? Différents cas peuvent se présenter. La spoliation est avérée, mais l'œuvre n'est pas localisée. Ça arrive. L'œuvre se trouve dans une collection privée. L'œuvre peut être irrestituable en l'état, parce qu'elle est dans une collection publique. L'œuvre, le tableau, peut encore se trouver à l'étranger, où l'œuvre peut avoir disparu et surtout avoir été détruite. Je pense notamment à toutes les œuvres qui ont brûlé dans le château de Nikolsburg.
Donc, l'évaluation des œuvres d'art est d'une grande complexité et question, je dirais, primordiale de départ, à quel moment doit-on se situer pour estimer l'œuvre? Doit-on se situer au moment où la spoliation a été commise, ou doit-on se situer au moment où le collège délibérant statue? Vous le savez qu'en droit commun, quand un juge, ou même une compagnie d'assurance, veut réparer un préjudice, elle se situe, elle évalue, elle estime le préjudice au moment où elle statue. Alors, ce débat sur la date s'est posé à la CIVS. Dès l'origine, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, la CIVS se situe au moment le plus proche de la spoliation, de l'acte spoliateur, c'est-à-dire de l'épreuve, de l'appropriation de l'œuvre par l'occupant ou de sa vente forcée. Et puis, malheureusement, il se peut parfois qu'aucun repère permette de situer cette date. Dans ce cas, le collège s'appuie sur les éléments, les présomptions qui peuvent figurer au dossier. Ce qui conduit en définitive à une doctrine du cas par cas. Alors, c'est sûr qu'une telle doctrine est critiquable. Elle est critiquée d'ailleurs. Pourquoi? Parce que, tout simplement, cette doctrine ne tient pas compte de l'évolution du marché de l'art, de l'après-guerre à aujourd'hui. Mais cette doctrine a été validée par le Conseil d'État, et cette doctrine, elle représente une position équitable, en quelque sorte, entre les différentes victimes des dommages ou de dommages de guerre. La plupart des dommages de guerre ont été évalués, estimés, et les indemnisations servies dans l'immédiate après-guerre. Donc, il serait, on peut se poser la question de, mettre en corrélation, je dirais, l'indemnisation avec l'évolution du marché de l'art. Pourquoi? Parce que d'abord, après-guerre, l'état du marché de l'art n'était pas ce qu'il est maintenant. Et puis, il faut bien aussi constater qu'il y a certaines œuvres, certains tableaux, certains peintres ou certains sculpteurs qui étaient, entre guillemets, à la mode entre 1939 et 1945, qui ne l'étaient plus après. Donc, je veux dire, vous voyez, cette estimation a pu jouer dans les deux sens. Mais au-delà de la valeur patrimoniale, un bien culturel, je pense aux livres et aux objets de moindre valeur, eh bien, ils ont une valeur affective importante pour les victimes, qui compte d'ailleurs souvent beaucoup plus que la valeur patrimoniale, car il s'agit pour elles, pour ces victimes, d'un élément de reconstruction de l'histoire familiale et parfois même de notre propre mémoire collective. Récemment, par exemple, nous venons de restituer, c'est la Première ministre qui l'a fait, le 8 juillet, 5 livres ayant appartenu à la bibliothèque de Georges Mandel. Donc là, au-delà, je dirais, de la restitution aux ayants droit de Georges Mandel, c'est une partie de la mémoire collective, de l'histoire dramatique de Georges Mandel qui est ainsi reconstituée. Alors, à titre d'exemple de cette valeur affective, peut-être, ce tableau, qui est le portrait présumé
de Jacopo Foscarini, hein, d'après Moroni, va vous montrer à la fois, je dirais, une histoire où la valeur affective l'emporte sur la valeur patrimoniale, et deuxièmement, sur peut-être, j'allais dire, la légèreté avec laquelle parfois le regard des chercheurs a pu se porter sur les œuvres d'art, sur les tableaux. En effet, August Liebmann-Meyer était conservateur en chef de la Pinakothek de Munich. C'est un historien de l'art, spécialiste reconnu de l'art espagnol, qui a été détenu par les nazis en 1933, qui a réussi en 1936 à gagner la France avec notamment toute sa riche bibliothèque, du mobilier et quelques tableaux. Il s'installe à Paris, à une adresse bien connue, rue de Montabor. Contraint de fuir, il rejoint seul Toulouse, puis Nice. Dénoncé, il est arrêté en 1944 à Nice et meurt un mois plus tard à Auschwitz. Son appartement a été pillé, son appartement parisien, par l'ERR en 1943. Sa fille, en 1949, contacte la commission de récupération artistique pour essayer d'obtenir la restitution d'objets, dont elle a la liste, sans résultat. Il faut attendre 2012 pour qu'elle découvre des objets ayant appartenu à sa famille, dont un tableau qui se trouvait depuis 1951 dans les réserves du Louvre. Ce tableau. Et une étiquette au revers du tableau mentionnait pourtant Auguste L. Meyer, rue de Montabor. Donc là, les recherches de provenance, je dirais, étaient facilitées. Donc vous voyez que parfois, ces recherches de provenance méritent d'être, plus approfondies. Alors, en 2014, la CIVS va recommander la restitution de ce tableau. C'est un MNR. Sur le plan juridique, il n'y a pas de difficulté. Se pose une question, c'est la valeur du tableau. Car Mme Meyer, âgée, est devenue citoyenne américaine et se pose la question de la réalisation de la restitution. Le ministère de la Culture hésitait devant, le coût à mettre en œuvre. Et c'est la CIVS qui a pris donc l'initiative, sur ses propres deniers, d'organiser le transport et la remise du tableau à New York, au Consulat général de France, pour qu'il soit ensuite remis entre les mains de Mme Meyer. Donc vous voyez que là, c'est la valeur affective de ce tableau qui l'a emporté. Ce qui pose une question, est-ce que l'action de l'État doit être ou non limitée par la valeur patrimoniale du bien? Reformulé autrement, un objet de peu de valeur patrimoniale, qui est une spoliation, justifie-t-il, mérite-t-il l'engagement des moyens de l'État? Oui, c'est une vraie question. C'est une question. Donc, quand l'État intervient, et je pense que la réponse,
est dans la mission de la CIVS, c'est-à-dire que la mission de réparation, d'indemnisation, des spoliations va bien au-delà des valeurs en cause. Une question qui s'adresse à nous tous, contribuables, mais également acteurs qui mettons en œuvre cette politique. Question qui n'est pas simple, enfin dont la réponse n'est pas simple. Ce qui nous permet effectivement de se repositionner au niveau de l'État pour conclure donc cette intervention. Un petit peu pardon, oui, je vais plutôt me rapprocher, pardon. Oui, en miroir de la première partie, cette dernière partie, pour conclure, revient sur le rôle de l'État, sur l'intervention publique dans cette affaire. Nous l'avons dit tout à l'heure, la CIVS, dès sa création, a été placée auprès du Premier ministre. Et il y a d'ordinaire deux raisons principales de placer un service auprès du Premier ministre. La première consiste à marquer l'attention particulière du chef du gouvernement pour l'action mise en œuvre par ce service. Par exemple, aujourd'hui, vous trouvez auprès du Premier ministre un secrétariat général dédié à la planification écologique. Vous trouvez également une direction du numérique. Donc, des structures qui, placées auprès du Premier ministre, témoignent d'une attention particulière du Premier ministre pour cette action. Et bien sûr, c'est aussi le cas en ce qui nous concerne. Le Président l'a rappelé tout à l'heure, il y a une dimension symbolique très forte dans notre action. Nos recommandations, donc je le rappelle, commencent, c'est le premier article de la recommandation, par énoncer la reconnaissance auprès du Premier ministre de cette qualité de victime ou d'ayant droit de victime. L'autre raison du positionnement auprès du Premier ministre, c'est de permettre à ce service de lui donner les moyens d'une action interministérielle. Si je prends notre exemple, il y a auprès du Premier ministre un secrétariat général de la mer qui coordonne l'action des différents ministères, le ministère en charge des transports, de la défense ou de l'agriculture. Donc ce secrétariat général de la mer, il coordonne l'action des différents ministères dans le domaine de la politique maritime. Même chose, il y a une ou deux décennies, il existait une DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. Et c'est pareil, la DATAR a été placée auprès du Premier ministre pour coordonner la politique d'aménagement du territoire. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que pour la CIVS, c'est la même chose. Son positionnement, outre la dimension symbolique, lui donne les moyens de travailler avec les différents ministères. On l'a dit, avec le ministère de la Culture, avec le ministère des Affaires étrangères, bien sûr, mais également avec d'autres services de l'État, ou avec la préfecture de police, d'autres services encore. Donc si je m'attarde sur ce point, sur cette question du positionnement, c'est que ce positionnement privilégié, il présente deux avantages. D'abord, il nous permet d'éclairer les choix du politique, éclairer les choix du gouvernement. Ainsi, nous avons pu, dès le mois de juin 2020, recommander au Premier ministre de prendre l'initiative d'une loi qui permettrait de restituer des œuvres spoliées des collections publiques. Le cabinet du Premier ministre nous a entendus. Il a saisi le ministère de la Culture, qui a fait un travail remarquable, puisqu'ils ont préparé un texte en ce sens. Et au commencement de tout ça, il y a ce tableau de Maurice Utrillo, donc le Carrefour à Sannois. C'est un tableau qui a été peint en 1936-37, qui a été saisi par les nazis à Paris pour rejoindre, enfin il était destiné à rejoindre la collection personnelle de Göring. L'œuvre a changé plusieurs fois de main et elle réapparaît sur le marché de l'art en 1975 lors d'une vente par Christie's. Puis on la retrouve dans une collection privée au Moyen-Orient et plus tard, beaucoup plus tard, Sotheby's la vend aux enchères, c'est en 2004, et la ville de Sannois en fait l'acquisition. Parce qu'il y a à Sannois, il y avait à Sannois un musée Utrillo-Valadon. Bien sûr, lorsque la ville en fait l'acquisition, elle ignore tout du passé de cette œuvre. Lorsque 14 ans plus tard, donc en 2018,
En février 2018, la CIVS recommande la restitution de ce tableau. Bien sûr, la mairie de Sannois s'engage à suivre sa recommandation. D'ailleurs, son conseil municipal a adopté à l'unanimité une délibération dans ce sens. Seulement voilà, tout le monde est d'accord pour rendre l'œuvre, mais il s'agit d'une œuvre qui appartient aux collections publiques de la ville. Et donc elle est de ce fait inaliénable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la sortir de ses collections. Donc une loi était nécessaire. J'ai souligné tout à l'heure le travail réalisé au sein du ministère de la Culture et qui a abouti au terme d'un examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a abouti à la loi du 21 février 2022, qui a permis la sortie des collections publiques de cette œuvre, mais aussi de 14 autres. Toujours pour illustrer l'avantage d'être positionné auprès du Premier ministre, c'est que de la même manière, cette année, donc en 2022, nous avons alerté le Premier ministre, la Première ministre, sur l'insuffisance des moyens publics alloués à la recherche de provenance. Mais notre positionnement, il facilite aussi notre action au niveau européen. En 2015, la CIVS a noué une première coopération avec la task force qui s'est constituée en Allemagne à l'occasion de l'affaire Gurlitt. Je ne vais pas y revenir, je pense que tout le monde est au courant de cette affaire. Et donc, ça a été la première coopération de ce type qu'on a mis en place avec la task force. Elle a permis le croisement de nos données, les leurs, les nôtres, et ce qui a permis un certain nombre de signalements, et en particulier le signalement par la CIVS de ce tableau de Pissarro, qui est la scène vue du Pont Neuf au fond le Louvre. Ce tableau qui a été restitué en 2017 aux héritiers de Max Hellborn, qui était un résistant, et qui a été déporté en 1944 à Buchenwald. Ce tableau avait été placé en dépôt dans un coffre de banque et avait été spolié purement par les nazis. À partir de cette période, la CIVS a vraiment encouragé la coopération au niveau européen. Sur la base de cette première expérience, on a vu vraiment l'intérêt qu'on pouvait tirer de cette coopération transnationale. Et donc, on a encouragé cette coopération. Et en 2019, sur notre initiative, est né le réseau européen des commissions de restitution qui regroupe les commissions allemandes, françaises, autrichiennes, hollandaises et britanniques. Certains, j'en suis sûr, connaissent la newsletter que fait paraître ce réseau. D'ailleurs, le 14e numéro vient de paraître. Et dans le cadre de ce réseau, la CIVS et la mission de recherche et de restitution ont été sollicités cet été par la commission britannique, le Spoliation Advisory Panel, pour fournir des informations et procéder à des recherches concernant ce tableau de Courbet. Vous en avez peut-être entendu parler, la presse a rendu compte de cette affaire. Il s'agit de la ronde enfantine, qui est un tableau qui est aujourd'hui au musée Fitzwilliam de Cambridge. Bon, on a fourni les informations, mais je n'en dis pas plus. L'avis de la commission britannique sera bientôt rendu public. Notre positionnement nous permet également de jouer un rôle de médiation. Et ce fut notamment le cas pour cette œuvre de John Constable qui s'appelle La Vallée de l'Astour, c'est son nom français. Cette œuvre, qui est datée de 1820, appartenait aux époux John et Anna Jaffe. Et en 1943, cette œuvre, comme d'autres, parce que ce couple c'était un couple de collectionneurs juifs, cette œuvre et d'autres ont été vendues aux enchères, mais vraiment à bas prix, à un prix volontairement déprécié. Et donc c'était des enchères qui ont eu lieu à Nice en 1943. Dans cette affaire, la CIVS est intervenue auprès du musée de la Chaux-de-Fonds en Suisse, où était ce tableau. Donc a eu un rôle de médiation, c'est le président qui a mené ça de bout à bout. Ça a bien duré 2-3 ans, je crois. Donc auprès du musée de la Chaux-de-Fonds, auprès des personnes concernées, et finalement l'œuvre a été restituée en mars 2018. Voilà, encore une fois, la CIVS, placée auprès du Premier ministre, a pu peser dans cette médiation. Et puis pour finir, un dernier exemple pour illustrer les possibilités offertes par ces coopérations.
ce tableau ainsi que 2 autres tableaux. Alors malheureusement l'image n'est pas très nette, mais il y avait 3 tableaux, celui-là et 2 autres qui représentaient également des scènes de bataille qui ont été commandées en 1837 par le roi Louis-Philippe. 3 tableaux donc, qui faisaient partie des collections nationales. Et ces 3 tableaux étaient situés à l'école de Saint-Cyr. Et ces 3 tableaux étaient considérés comme perdus après le bombardement de cette école, en juillet 1944. En réalité, ces tableaux avaient été pris par un soldat allemand, probablement juste avant que l'école soit bombardée. Il les a enlevés de leur cadre, roulés et ramenés en Allemagne, où elles sont restées à son domicile depuis. Sauf que, voilà, 75 ans plus tard, en 2019, le petit-fils de ce soldat, un Allemand de Bavière, s'est adressé au Deutsches Zentrum Kulturgutverlust, le DZK. Alors, je n'ai pas parlé de cette structure, parce que ça pourrait être très long, mais c'est une structure allemande qui œuvre et qui finance des actions de recherche. Mais nous avons une convention tripartite. D'ailleurs, ce matin, avec David Zivi, nous avions une réunion dans le cadre de notre convention, une réunion des 3 parties, la CIVES, la mission et le DZK. Donc, le petit-fils de ce soldat s'est adressé au DZK, qui ensuite nous a contactés. Et puis nous-mêmes avons bénéficié de l'expertise de la mission de recherche et de restitution qui est parvenue à identifier ces tableaux et à retracer leur histoire. Voilà, d'ailleurs ces œuvres, ces 3, dont celui-là, sont maintenant à nouveau visibles en France. Elles sont au château de Versailles depuis 2021. Voilà, je voudrais conclure parce qu'il me semble qu'il faut vraiment insister sur le rôle de l'acteur public qui était un petit peu mon fil directeur. L'État dans cette affaire est un vrai moteur, je dirais même un promoteur des coopérations, parce que l'action de l'État permet seule de dépasser les intérêts privés, et au nom de l'intérêt général, mais aussi au nom de la mémoire et de la paix, vous le rappeliez, Monsieur le Président, il permet d'encourager les partages d'informations et les partages de compétences. Ces coopérations, elles s'inscrivent, on vient de le voir, au niveau transnational, au niveau institutionnel, mais elles doivent aussi, et encore, se développer au niveau des chercheurs, parce que nous savons, vous savez, que ces coopérations, ces mises en réseau, favorisent l'aboutissement des travaux de recherche. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps. J'espère qu'on peut dépasser un tout petit peu. On verra, il n'y a pas de coup près, mais il fait un peu chaud dans cette salle. Merci à tous les deux. Il y aurait beaucoup de choses beaucoup de questions, et peut-être il y en a aussi. Voilà, je ne vais sans doute pas prendre trop la parole. Juste peut-être 2 points. Vous disiez, Monsieur le Président, vous posiez la question, et le directeur, M. Benezach, aussi la relier après, sur l'action de la valeur patrimoniale. Est-ce que l'action des pouvoirs publics doit être liée à la valeur des œuvres? Vous y avez répondu tout de même, et je crois qu'on a notre réponse, et les faits donnent la réponse. C'est-à-dire que le travail qui est fait, le travail que vous faites et le travail que nous faisons est déconnecté de la valeur patrimoniale des objets. Le travail de recherche qui est mené sur un certain nombre d'objets, d'œuvres d'art ou d'œuvres de très grande qualité, mais aussi d'œuvres considérées par les spécialistes comme de faible intérêt, du point de vue historique, esthétique, montre que ce travail est fait, quelle que soit la valeur, et on passe parfois plus de temps, on le répète souvent, mais sur des œuvres ou des objets qui ne valent pas grand-chose, et s'ils sont vendus après, valent parfois 2000 €. Il y a une chaise assez célèbre qui a été restituée et qui intéresse encore les chercheurs, mais qui valait à peine 2000 €, et certaines œuvres valent encore moins et ne sont
parfois vendus ne trouvent pas preneur. Voilà, donc, et nous y avons passé du temps, et d'autres que nous y ont passé du temps avant nous. Mais c'est vrai que la question nous est posée régulièrement, et parfois d'autres gens auraient d'autres réponses à apporter ou considèrent que c'est une mauvaise réponse. Voilà, et merci d'avoir évoqué également le tableau de Barget-Bauer, enfin des époux Barget-Bauer. Je voudrais juste rappeler aussi, parce qu'ils ont joué un rôle important, que les généalogistes avaient commencé cette recherche des ayants droit, avaient buté sur ce testament bien particulier, et vous avez également complété en trouvant d'autres ayants droit par la suite. Voilà, j'ai des choses à dire, mais peut-être Inès, qui est membre aussi de la CIVS, devrait prendre la parole plus que moi. Oui, merci beaucoup pour votre intervention. Effectivement, c'est très riche et complet. Moi, je voulais juste souligner, vous l'aviez dit, la gratuité de la procédure aussi, c'est très important, et aussi quelque chose qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné, c'est que c'est aussi à la CVS, enfin avec les différents services, d'apporter en fait la preuve. Donc je pense que ça c'est important, parce que j'imagine que souvent du côté des requérants, des familles, il y a cette hésitation face au vide, au vide de la mémoire familiale, et donc là vraiment rassurer les familles, les requérants qu'ils peuvent s'adresser, ils n'ont pas besoin de prendre un avocat, de payer des fortunes, et je pense que ça c'est très important à souligner, et c'est peut-être pas toujours si bien connu. Oui, mais je n'ai rien à ajouter. Alors, je peux dire, pour illustrer ce que vous disiez, parfois certaines personnes s'adressent à nous avec quasiment rien comme élément. C'est-à-dire, ils nous envoient, on leur fait remplir un questionnaire, on leur demande la nature des biens spoliés, inconnus, les circonstances, ils ont des dates, alors surtout ils ont une adresse, ils ont bien sûr les victimes, mais sur les circonstances, sur la nature des biens, etc., ils partent on part d'une feuille blanche. Et c'est effectivement les recherches dans les archives qui vont donner de la consistance à cette requête. Parce que, vous disiez, Monsieur le Président, tout à l'heure, le temps a passé et les mémoires familiales se sont dissoutes. Beaucoup d'éléments, beaucoup de précisions se sont dissipées. Oui, et j'ajoute que souvent, un silence de plomb a pesé sur l'après-guerre. Tout à fait. Et c'est ce qui explique que nous avons maintenant des requérants qui viennent devant nous et qui pratiquement découvrent la trajectoire familiale 80 ans après. Ce qui explique que, encore à ce jour, mais on est au-delà des dossiers culturels, mais qui en font partie évidemment, mais que nous avons encore actuellement, assez étonnamment peut-on dire, une dizaine de dossiers qui nous arrivent par mois. Ouais, effectivement, je vais rebondir sur... et puis, bon, on peut aussi constater que les recherches là, en matière de biens culturels constituent également une niche, je dirais, d'action pour les sociétés de généalogie. Bon, comme on dit en droit, ils inventent une succession, c'est le terme, et puis après on fait les recherches. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est important de préciser, mais beaucoup d'entre vous le savent, mais c'est-à-dire qu'on reçoit des dossiers, vous recevez des dossiers, on les reçoit avec vous, très différents, soit de gens qui savent très bien ce qu'il y avait et qui font une demande précise, soit d'eux-mêmes parce qu'ils ont fait des recherches, soit parce qu'ils ont été aidés par des chercheurs et des sociétés privées et des avocats, et ils ont le droit de le faire évidemment, soit des gens qui ne savent rien ou parfois qui disent qu'il y avait des œuvres d'art, et alors soit on trouve à confirmer ce souvenir familial qui s'est transmis, on le trouve dans les archives des Allemands, de la spoliation ou de l'après-guerre. Parfois, malheureusement, on ne trouve rien, et on ne sait pas, on n'a aucun élément, on a juste œuvres d'art, tableaux, et on est un peu bloqué. Mais voilà, parfois on trouve, et parfois on ne trouve rien, et c'est frappant de voir que les demandes sont très, très, très hétérogènes. Oui, je me suis posé la question parce que, bon, malheureusement, Mme Bitter n'a pas pu venir, mais je pense que c'est peut-être important de souligner vraiment et un peu plus illustrer encore le rôle du rapporteur et sa relation avec les requérants. Je ne sais pas si c'est vraiment devenu clair comment ça se passe, en fait. C'est donc les premières enquêtes, après il y a des échanges
physique? Est-ce que vous invitez, par exemple, les familles, si c'est possible, à mesure du possible, si c'est en France, ce qui n'est pas vraiment loin d'être le cas à chaque fois? Ou est-ce qu'il y a des échanges téléphoniques, par écrit? Est-ce que vous pourriez nous donner un peu plus d'exemples sur ce déroulé? Très simplement, si vous voulez, tous les moyens sont bons, si vous me permettez. C'est-à-dire que la priorité, dans le rôle pour le rapporteur, c'est d'assurer la jonction entre les recherches et tout, entre le préjudice, la spoliation et les victimes. Donc, c'est le dialogue qu'il doit nouer avec le requérant. Premier point. Et deuxième point, je vous l'ai dit, le requérant, il est présent normalement dans toute la procédure. Il est présent, il a un accès permanent au dossier. 2, il est présent lors de la séance. Donc, vous voyez, vraiment, nous nous attachons à ce que la relation avec la victime, au sens large, les ayants droit, soit la plus présente dans le dossier et en séance. Alors évidemment, l'âge étant, le temps passant, beaucoup ne peuvent plus venir devant nous. Mais c'est vraiment le souci. Et souvent d'ailleurs, la présence du requérant en séance enrichit, si je puis dire, le dossier est d'une séquence, si vous voulez, terriblement émouvante, qui est en fait inénarrable, si vous voulez. Pourquoi? Parce que souvent, le passage en séance, c'est pour eux l'élément de leur vie. Je cite toujours cet exemple, parce que ça, je ne l'oublierai jamais, d'une personne qui a écrit, après être passée en séance, donc, qui a dit « Jusqu'à ce que je vienne devant la CIVS, ma famille n'était que cendre. Depuis que je suis passé en séance, elle a un visage. » Tout simplement, si je puis dire, parce que les recherches que j'évoque, que nous évoquions, ont permis de retrouver des photos de la famille et photos qu'elle a découvertes lorsqu'elle a pris connaissance de son dossier. C'est aussi, je dirais, dans tout ce qui baigne nos dossiers, au-delà de la technique, c'est la dimension mémorielle, c'est l'histoire familiale qui est de loin la plus importante. Non, je regarde. Tout à fait, c'est très émouvant et je suis entièrement d'accord avec vous. Depuis quelques années maintenant que je peux j'ai cette chance d'être membre du conseil, effectivement, c'est très émouvant et chaque dossier est différent. C'est ça qui me frappe le plus, c'est-à-dire même si on pense parfois à la lecture du dossier que ça va être une décision, une recommandation simple, je suis quand même étonnée, et je pense nous tous, comme chaque fois, en fait, le débat, ce dialogue extrêmement démocratique et ouvert permet en fait une réévaluation des données et du dossier et donc effectivement c'est toujours très souvent très, très émouvant. Je regarde un petit peu avec inquiétude l'heure, donc est-ce qu'on passe la parole à la salle ou oui. David? Non, je pense que c'est... Y a-t-il des questions? Didier. J'avais deux questions. Vous avez insisté, vous avez arrimé votre exposé sur le rôle de l'État et sur combien la Commission est pas un organe, mais est un instrument de l'État. La question que je me posais en fait en vous écoutant, je me l'étais strictement jamais posée, c'est comment se fait-il que les recommandations de la CIVS ou les décisions du Premier ministre qui s'en suivent ne sont pas publiées au journal officiel? Est-ce que c'est pour des raisons de confidentialité par rapport aux requérants? En fait, voilà, il y a des chercheurs qui approuvent plusieurs choses. Plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, clairement, nos recommandations portent sur une... On parlait tout à l'heure de la recherche des endroits.
les recommandations contiennent l'identité, alors certes des victimes, mais également aujourd'hui des familles. Alors encore plus aujourd'hui avec la mise en œuvre du répertoire général pour la protection des données, c'est quelque chose qu'on ne peut plus faire. Alors, deuxième élément de réponse, malgré tout, il faut bien considérer que du point de vue, je dirais, administratif, il s'agit là, nos recommandations, sont des documents préparatoires, c'est leur statut juridique, à un avis, à une décision du Premier ministre. Et voilà, c'est des documents dont ce statut, finalement, c'est un document interne à l'administration, quelque part, si je simplifie. Malgré tout, il y a quelques années, en 2017, je dirais, à Bonn, j'ai eu une discussion qui m'a convaincu. Vous connaissez peut-être le professeur Weller, qui travaille à Bonn, qui organise une large recherche des différentes commissions en Europe, et m'a convaincu, alors lui pour des questions, pour des préoccupations de recherche, d'aller vers la publication de nos recommandations. Alors, pas toutes, naturellement, ces préoccupations, elles sont tournées vers les biens culturels, ce qui est l'objet de notre réunion aujourd'hui. Si bien que depuis, et vous allez le voir, notre rapport là va bientôt sortir, on annexe désormais à notre rapport d'activité, et on va le publier également sur notre site internet, non pas toutes les recommandations, mais les recommandations de restitution de biens culturels, même au-delà des recommandations même d'indemnisation de biens culturels, mais qui sont remarquables. C'est-à-dire, on fait une sélection de recommandations, soit parce qu'elles portent sur soit parce qu'elles ont abouti à une restitution, soit parce qu'elles portent sur un cas très particulier. Donc voilà, on va, pour répondre à la demande des chercheurs, vous le verrez là, il y a une quinzaine de recommandations qui ont été anonymisées, bien sûr, et qui sont publiées désormais. Mais oui, voilà. Effectivement, il y a de réels obstacles à une publication intégrale. Je sais que la commission hollandaise, et d'ailleurs ça nous a beaucoup servi, nous avons un autre cas dont on ne pouvait pas parler de tout, mais dans le cadre de notre réseau européen, on a un cas qui est en instruction aujourd'hui et qui a été préalablement traité par la Restitutie Commissie hollandaise. Et on a pu s'appuyer effectivement sur la décision qui avait été publiée. D'ailleurs, non seulement il est publié, mais heureusement il est publié, ils les traduisent en anglais. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire, mais voilà, notre premier pas, il est celui-là, il est de publier des recommandations que nous estimons. Oui, et ça va être également déposé sur le site internet d'ici 6 mois, je dirais. Oui, mais vous posez une bonne question. C'est aussi, je dirais, une conséquence de la pratique générale en France où les décisions administratives ou même judiciaires, par exemple, ne mentionnent jamais les opinions dissidentes. Alors que vous avez d'autres pays, je pense notamment aux États-Unis, où le juge dissident a, je dirais, la parole dans la décision. Il y a cela. Je note également que les décisions de la Beratende Kommission ne sont pas anonymisées. Elles ne sont pas anonymes. Mais bon, il faut aussi peut-être éviter, comment dire, que une compréhension un peu superficielle de la recommandation est un aspect ou un effet contre-productif. En ne retenant, si vous me permettez, que la question d'argent. Or, avant la question d'argent, il y a tout ce dont on a parlé. Et alors, pour l'histoire familiale également, je rebondis parce que je vais vous citer un exemple qui sera anonyme, celui-là. Un requérant saisit la commission et dit que son parent, son père, avait été abattu par les Allemands, bref. Et les recherches auxquelles nous avons procédé ont malheureusement abouti à un tout autre résultat. Le parent avait bien été abattu, mais il avait été fusillé comme collaborateur. Donc, bon, mon exemple est extrême, mais bien sûr, il montre les dangers que une publication ou une publicité trop large
danger que pourraient courir les familles d'ailleurs. Il y a d'autres questions? Alors, en attendant qu'il y en ait une, moi j'en ai une. Parce que je crois qu'il y a un terme que vous n'avez peut-être pas utilisé, mais qui revient régulièrement aussi à d'autres moments quand la CIVS parle de sa méthode. Pardon si vous l'avez utilisé et qui m'a échappé. C'est la question de l'équité. On dit régulièrement, et ça fait l'objet d'un certain nombre de débats dans certains cas, dans certains dossiers, que la CIVS se prononce en équité, à la différence d'un juge. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, vaste question, pardon, désolé, on va reprendre une demi-heure, mais pas nécessairement parce qu'on peut le traiter plus vite. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots de cette équité qui vous guide? Le juge, je vais y répondre rapidement, donc de manière, je dirais, imparfaite, évidemment, mais le juge, quel qu'il soit, il est tenu par les textes, hein, mais sous le contrôle du juge d'appel. Voilà. Or, l'équité, c'est tout autre chose. Qu'est-ce qu'on demande à la CIVS quand elle statue en équité? C'est de tenir compte de tous les éléments, hein, qui se présentent à elle. Donc ça peut l'amener effectivement, dans certaines situations, je l'ai évoqué, peut-être pas suffisamment, mais à aller au-delà du droit et de statuer en équité. Alors l'équité, qu'est-ce que c'est? C'est la décision qui paraît ou la position qui paraît la plus juste, hein, au regard des intérêts en présence, sans recours à un texte. Merci. Ma question a été... Mais c'est pas facile. Votre question, elle était large, mais oui. Je trouve qu'elle est un peu orientée, mais c'est pour aussi évoquer le fait que, et c'est ça qui est intéressant sur la vingtaine d'années, on le voit en France et on le voit à l'étranger, que la notion de spoliation évolue, les conditions au terme desquelles on retient qu'il y a eu spoliation s'élargissent, et c'est vrai que je pensais à un dossier qui est public, qui a été publié ou qui sera publié, et qui est un dossier qu'on vous a proposé de la version de deux MNR, Bénard-le-Pontois, la famille Philipson Bénard-le-Pontois, où on n'avait pas tous les éléments, c'est une vente, on n'est pas totalement sûr qu'elle est forcée, mais la dame qui vend meurt juste après, sa collection est entièrement pillée juste après, donc on a considéré, vous avez accepté de considérer, et on vous en remercie, que finalement ces deux œuvres vendues faisaient partie de la spoliation qui était en train d'arriver. Et c'est quelque chose qui n'aurait peut-être pas eu lieu, pas été traité de cette façon-là il y a 15 ans ou 20 ans, donc c'est aussi ça, si je comprends bien, l'équité, c'est cette façon de prendre en compte l'ensemble des éléments, l'ensemble de l'histoire, et on est un peu hors texte en effet dans ce cas-là. Mais justement, pardonnez-moi d'allonger, mais pour répondre sur l'équité, un exemple d'une situation que nous avons connue. Une famille est arrêtée, internée à Rivesaltes, l'appartement est spolié, la famille ne sera pas déportée. Pourquoi? Parce que 3 mois après, on se rend compte que la famille n'est pas juive. Bon. Cette famille dépose un dossier à la CIVS et demande à être indemnisée du pillage de l'appartement. Dans un premier temps, la première réponse de la CIVS, qui était fondée uniquement, si je puis dire, sur l'application du texte, a été de dire l'un des éléments permettant d'indemniser est le caractère antisémite de la spoliation. Là, il n'y avait pas de spoliation antisémite. Eh bien, la CIVS a été amenée à réviser sa position et à statuer, je dirais, en équité. L'équité ayant consisté en l'espèce, a considéré que cette famille qui avait été traitée, entre guillemets, comme si elle était juive, eh bien, méritait, si je puis dire, de se voir appliquer les règles d'indemnisation applicables aux familles de confession juive. Vous voyez, là, c'était en équité, parce que juridiquement, la décision de rejet de la commission, à mon avis, ne souffrait pas de discussion. Voilà un exemple. Mais l'un des membres de cette commission, qui est le spécialiste en droit du patrimoine,
emploie toujours l'expression à la commission fait de la casuistique. C'est-à-dire qu'en définitive, chaque dossier est unique et donne lieu à une décision unique qui s'inscrit plus ou moins bien dans une doctrine générale. Merci. Il y a une question, deux questions. Ah voilà, j'arrive un peu tard. Rapide. Merci beaucoup déjà pour votre exposé. Vous venez de dire que vous procédez un peu au cas par cas, mais est-ce que vous avez quand même des critères très précis pour définir ce qu'est une vente forcée au sein de la CIVS et quels sont les critères sur lesquels vous vous basez? Et j'ai une autre question qui concerne plutôt l'autorité de vos recommandations vis-à-vis du marché privé, c'est-à-dire quel pouvoir vous avez pour faire lever les clauses de confidentialité des musées qui ne veulent pas révéler le nom de parcours de collectionneurs, ou vis-à-vis des ventes, des maisons de vente aux enchères qui refusent aussi parfois de communiquer le nom des acheteurs. Non, mais sur le deuxième volet, là, c'est assez rapide. Sur les levées de clauses, nous n'avons strictement aucun pouvoir en ce domaine. C'est pour ça que j'évoquais, si vous voulez, le nécessaire accès aux archives privées, et nous ne pourrions l'avoir, je pense, que par l'effet d'une loi. Malgré tout, alors, on n'a pas de pouvoir, donc on s'y prend autrement. Oui. On mène des actions, par exemple, je pense au Conseil des ventes volontaires, avec lequel on a fait un vademecum, un guide. En fait, on essaie d'approcher au travers de projets en commun, voilà, de sensibiliser. C'est notre seule capacité, mais là encore, notre place, notre positionnement, pour en revenir à mon propos de tout à l'heure, parfois favorise ces actions parce que il y a toujours le risque d'une mauvaise image auprès du décideur public. Voilà. Sur les ventes forcées, c'est à vous de répondre. Oui, mais ça c'est un vaste sujet. Alors, une vente forcée, alors au sens général, si vous voulez, au sens juridique, une vente forcée, c'est une vente qui est passée, qui est consentie, un contrat en quelque sorte, qui est consenti par une personne qui ne bénéficiait pas, au moment où il l'a passé, de son libre arbitre. C'est ça une vente forcée. Alors la vente forcée peut être forcée en raison des circonstances historiques. Mais ça, M. Zivy est mieux placé que nous, je veux dire là, parce que le champ de compétences spatiales de la mission est plus large que celui de la commission. Mais c'est le cas d'un galériste juif autrichien obligé de partir à la veille ou au lendemain de l'Anschluss. Sa vente est-elle ou non forcée? Alors, différents critères. Le consentement, vous avez le prix, vous avez la mise à disposition du prix. Ce sont des éléments, c'est un faisceau d'éléments qui permet ou non, ce faisceau d'éléments, de qualifier de forcé ou non. Était évoqué par le directeur le constable de l'achat de fonds, comme je dis, de la vente Jaffé. Bien, la vente Jaffé, c'était la vente d'un collectionneur juif irlandais à Nice en 1943, où tout était public, mais on a constaté des éléments. Les éléments, c'était que le prix, mais déjà lors de la présentation du catalogue, certaines œuvres authentiques étaient présentées comme attribuées à, ce qui permettait de diminuer le prix de la mise en chair. Donc, vous voyez, c'était ça. Puis après, le prix, et ce sont ces faisceaux qui permettent de retenir ou non l'existence d'une vente forcée. Mais c'est un sujet très délicat. Alors, en définitive, la CIVS peut reconnaître le caractère forcé d'une vente, mais je dirais c'est sous le contrôle ultérieur, éventuellement du juge. Là, davantage que de critères, moi je parlerai de signes extérieurs d'une vente forcée. Des choses qui nous permettent de reconnaître et de qualifier, mais c'est bien difficile de s'en remettre à des critères stricts. Et
Oui, une question tout en haut, à gauche. Dernière Merci. question. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, ma question, elle concerne un sujet un petit peu différent, mais qui est quand même en lien. On parle beaucoup en ce moment du sujet des biens culturels spoliés dans les colonies. À ma connaissance, il n'y a pas d'organe semblable à la CIVS ou au M2RS qui existe à ce jour. Est-ce que vos travaux, vos organes ont lancé une dynamique, un mouvement dans ce sens ? Là, je vais laisser également David Zivie parler, mais d'abord, juste une chose, ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de faire la part des choses entre ces deux structures. Vous avez raison, il n'y a pas d'organe qui s'occupe de ces questions-là. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas encore, parce que le premier point dans cette affaire, c'est que je crois qu'on n'est pas arrivé au même niveau de maturité. Vous savez, la question des... Tout à l'heure, on parlait de la loi de février, elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, au Sénat. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui aujourd'hui, la question des spoliations durant la période de l'occupation, est aujourd'hui un sujet qui ne souffre plus la moindre discussion. Je dirais que ce n'est pas encore le cas, ça le sera peut-être un jour, mais ce n'est pas encore le cas s'agissant des biens pris pendant la période coloniale, peut-être parce que le sujet colonial est encore un peu tiède. Ça, c'est le premier sujet. Ouais. Donc je ne pense pas qu'il y aurait aujourd'hui une unanimité sur le point. Deuxième point, c'est que un autre facteur qui distingue les deux sujets, nous intervenons, nous rendons à des personnes privées des éléments de leur patrimoine. S'agissant des biens pris pendant la période coloniale, on restitue ça à des États. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été pris souvent à des collectivités. Et donc, on se place là, vous voyez, davantage sur un plan diplomatique. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Il y a un autre facteur qui distingue, mais après, je cède la parole à David Zivie. Un autre facteur, c'est que il y a quelques années, d'ailleurs, je me souviens qu'on s'était retrouvés à l'UNESCO sur cette question. Et on voyait émerger clairement deux camps, en clair, les pays du Nord et les pays du Sud, pour faire simple. Et les objections des pays du Nord, elles étaient très simples. D'une part, les pays du Sud n'avaient pas nécessairement la capacité pour conserver ces œuvres, les conserver, je dirais, physiquement. Et puis, il y avait, et là on avait tous en tête l'exemple de la Syrie, de la Libye, du Mali, il y a aussi les risques, je dirais, la capacité des États à conserver ces œuvres. Enfin, pour finir, vous le savez, il y a eu en 2018 le rapport de Bénédicte Savoy et de Felwinsar. Il y a une chose qui est très nette dans ce rapport, qui ressort de ce rapport, c'est que les conditions d'acquisition de ces œuvres sont malgré tout assez diverses. Il y a clairement l'équivalent de nos spoliations. Il y a des pillages, il y a des vols, il y a aussi parfois des achats, alors à vil prix, du troc. Je t'échange un masque contre une bicyclette, une machine à coudre, je ne sais pas. En tout cas, voilà, ce sujet-là pose un vrai élément de complexité sur la diversité des conditions d'acquisition de ces biens. J'ai terminé. Juste un mot sur la question un peu d'organisation et au ministère de la Culture. Il n'y a en effet donc pas d'équivalent de la CIVS, il n'y a pas d'équivalent il n'y a pas une mission, un service spécialisé au sein du ministère de la Culture. Le sujet est traité différemment, il est tout à fait traité bien sûr, il est traité essentiellement par le service des musées de France au sein de la direction des patrimoines, direction générale des patrimoines, et par le service d'affaires internationales. Le sujet, les deux sujets, et comme le disait le directeur de la CIVS, sont traités de façon parallèle avec des points communs et des divergences, enfin des différences liées aussi au calendrier, au fait que le sujet, même s'il n'est pas tout neuf, la question coloniale, c'est un sujet qui vient aujourd'hui et qui n'est pas au même degré de consensus. Néanmoins, il y a des questions très proches, et notamment la question juridique, c'est
comment on sort les œuvres du domaine public. Ça, c'est le même problème qu'il s'agisse d'œuvres spoliées pendant la Deuxième Guerre mondiale ou venues prises, arrachées, achetées dans les colonies. Et d'ailleurs, il y a eu, avant la loi de février 2022, une loi du 24 ou 25 décembre 2020 qui, dans la rédaction, est quasiment identique pour permettre la restitution de 26 œuvres au Bénin. Donc, et il y a 2 réflexions également parallèles sur une loi cadre, pour créer un dispositif facilitant les restitutions d'œuvres du domaine public pour ne pas avoir à passer par la loi à chaque fois. Et il y aura, la ministre de la Culture l'a évoqué publiquement dans des auditions tout récemment cet été, très certainement. En tout cas, il y a des réflexions pour 2 lois différentes, 2 cadres différents. Donc voilà, donc on progresse en parallèle, ensemble, en se parlant, avec des problématiques communes, mais en gardant en tête également les spécificités qu'a rappelé M. Benezet. Bon, je pense que on est très avancé par rapport. Il va falloir libérer Maxime, notre cher technicien, qui fait toujours un travail formidable pour permettre ces séances. Et merci beaucoup au public d'être venu. David, je te laisse juste annoncer la prochaine séance, parce que tu as le programme sous la main. Il y aurait d'autres sujets à évoquer, mais on ne pourra pas. La prochaine séance n'est pas en novembre, mais en décembre, le 15 décembre. Nous parlerons d'un sujet que l'on n'a jamais évoqué, la question du cinéma, non pas les films sur la spoliation, mais la spoliation d'un film et le travail d'un film des auteurs, les Temerson, Franziska et Stefan Temerson, qui venaient de Pologne et qui étaient en France et qui ont émigré à Londres. Plusieurs films expérimentaux ont été volés. L'un a été retrouvé il y a peu, a déjà été projeté au Centre Pompidou il y a peu de temps, et nous évoquerons c'est la figure de ces Temerson et la recherche et la redécouverte en Allemagne dans l'un de ces films qui s'appelle Europa, et nous serons soit en vrai, j'espère bien, soit, si on n'y arrive pas, à distance avec Yassia Reichhardt, qui est à la fois une historienne et qui est la nièce de Stéphane et Franziska Temerson, et avec Claudia Pozziadlo, qui est également historienne de l'art et qui a travaillé beaucoup sur la production des Temerson et sur cette recherche. Donc 15 décembre, un nouveau sujet encore dans ce séminaire. Merci beaucoup. Merci. On a eu, nous, la spoliation de salles de cinéma.